Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on se penche sur un outil d'Anthropic qui fait beaucoup de bruit. Claude Cowork. Oui, et le mot est faible. Les sources qu'on a consultées, elles n'y vont pas par quatre chemins. Certaines parlent vraiment d'un moment charnière pour l'intelligence artificielle en entreprise. La comparaison avec l'impact de ChatGPT revient tout le temps. Carrément. Et c'est une comparaison audacieuse mais qui s'explique, je crois, par une différence de fond. Ah oui, complètement. Dès le départ, il faut évacuer l'idée qu'on parle d'un simple chatbot. Cowork, il n'est pas là pour discuter, il est conçu pour agir. C'est exactement ça qu'on veut creuser. On a épluché une pile de retours d'expérience très concrets, des créateurs de contenu, des développeurs, des experts marketing. Des gens qui l'ont vraiment mis à l'épreuve, quoi. Voilà. Notre mission, c'est de comprendre ce qu'il y a sous le capot, à qui ça s'adresse, et si cette promesse d'un assistant qui passe de la parole aux actes est, si elle est tenue. Et pour comprendre cette notion d'action, la clé, c'est ce qui le différencie. Les sources sont unanimes, il peut lire et écrire des fichiers directement sur notre ordinateur. D'accord. Il peut se connecter à nos applications, comme Google Agenda ou Notion, et surtout il peut enchaîner des tâches complexes. C'est en fait une tentative de mettre la puissance des agents IA entre les mains de tout le monde. Des agents IA, mais sans le côté technique, en gros. C'est l'idée. Bon, alors, posons les bases. Concrètement, si je le télécharge, ça ressemble à quoi? Une de nos sources utilise une analogie que j'ai trouvée parfaite. Ah oui? Dans l'écosystème d'Anthropic, il y a Claude Code, l'outil pour les développeurs. Ce serait le directeur technique, le CTO. D'accord. Et Claude Cowork, ce serait le directeur des opérations, le COO. Sa mission, c'est pas de bâtir l'architecture, mais de faire tourner la boutique au quotidien. C'est exactement ça. Et le cœur de son pouvoir, c'est cet accès local. Tous les testeurs insistent là-dessus. C'est-à-dire qu'il ne travaille pas dans le cloud. Non, pas avec des fichiers qu'on lui envoie un par un. On lui désigne un dossier sur notre ordinateur, et ce dossier, ça devient son bureau, son espace de travail. Il peut tout faire dedans, lire, écrire. Lire, écrire, créer des sous-dossiers, renommer des fichiers, il a vraiment les mains dans le cambouis. Du coup, ça débloque des choses qui étaient juste impossibles avant. Je pense à cet exemple dans les sources, l'analyse de plus de 300 transcriptions de podcasts. Ah oui, c'est un cas d'école. Avec un chatbot web classique, c'est impensable. La fenêtre de contexte, la mémoire de l'IA, elle explose bien avant la fin. Précisément. Alors que là, comme il travaille en local, il peut traiter les fichiers un par un, en extraire la substance et construire une synthèse globale sans jamais saturer. Il passe de rédacteur à analyste en fait. C'est ça. Et pour que le tableau soit complet, il faut aussi mentionner Claude Chrome, l'extension navigateur. C'est un peu ses yeux et ses mains pour aller sur Internet. D'accord. Mais alors, question pratique. L'accessibilité. C'est un outil expérimental. Au début, il fallait le plan le plus cher, non? Le plan max. Oui, à 100 $ par mois. Et c'était pas un hasard, c'était une façon, je pense, de limiter le nombre de testeurs au début. Ça a été élargi depuis? Un peu, oui, au plan pro. Mais on va voir que l'outil est extrêmement gourmand. Naviguer sur le web, analyser des centaines de fichiers, ça consomme énormément de tokens. Cette fameuse monnaie d'échange avec l'IA. Voilà. Du coup, pour un usage un peu sérieux, le plan Max semble quasi obligatoire. D'accord, donc on a une IA qui a en quelque sorte les clés de notre ordinateur. Ça semble à la fois surpuissant et un peu vertigineux. Les sources donnent des exemples concrets de ce que ça change au quotidien. Absolument. Et le cas le plus simple est souvent le plus parlant. Plusieurs testeurs lui ont confié la mission qu'on remet tout ça plus tard. Ah, je vois venir. Ranger le dossier, téléchargement. Exactement. Ce cimetière numérique où tout s'entasse. Le mien est une zone sinistrée, je confirme. Et alors, comment il s'y prend? Il ne fait pas qu'un simple tri par type de fichier, j'imagine. Non, non, c'est bien plus intelligent. Le processus est assez fascinant. D'abord, il scanne tout le contenu. Ok. Et ensuite, il propose un plan d'action, comme un consultant. Il va dire « Bon, j'ai identifié 45 factures, 120 images dont 15 doublons et 8 installateurs. Je propose de créer un dossier facture par année, un dossier doublon à vérifier. Vous validez ce plan ?» Et si on valide? Il fait tout seul, en arrière-plan. C'est bluffant. Un des testeurs a écrit une phrase qui m'a marqué. Le résultat était meilleur que ce que j'aurais pu faire moi-même. C'est ça qui est fort. Il n'a pas seulement rangé, il a créé une structure logique à laquelle l'utilisateur n'avait même pas pensé. Et ça va plus loin que le rangement de fichiers. Oui, une autre démo le montre en train de préparer une journée de travail. Et là, ce n'est plus une seule action, mais une chaîne d'actions. C'est-à-dire, il se connecte à l'API de Google Agenda pour voir les rendez-vous, puis à Gmail pour lire les emails du matin. Il analyse, identifie ce qui est urgent et il génère une synthèse. C'est un micro-exemple de sa logique d'agent. D'accord, je vois le rôle d'assistant personnel, de COO du quotidien. Mais les sources parlent d'un saut bien plus grand. On passe d'exécutant à
Partenaire stratégique? Voilà. Et c'est là que l'exemple du podcast Marketing Against the Grain est sidérant. On change de dimension là. Complètement. L'équipe du podcast lui a donné accès à deux choses. D'un côté, un dossier avec plus de 100 transcriptions de leurs épisodes. Le contenu qualitatif? Exactement. Et de l'autre, un simple fichier CSV avec toutes leurs stats de performance sur YouTube. Le quantitatif. Et la question qu'ils lui ont posée, c'était pas résume-moi ces épisodes. Non, c'était bien plus ambitieux. C'était là, en te basant sur tout ça, génère un nouveau format de podcast pour augmenter notre nombre d'abonnés. Et ce qui est fou, c'est son autonomie, non? C'est ça qui est incroyable. Il a tout de suite compris qu'il devait croiser les deux sources. Il n'a pas attendu d'instructions. De lui-même, il a décidé de commencer par analyser les épisodes les plus performants. Et il pose des questions pour affiner sa mission. Il ne se lance pas à l'aveugle. Exactement. Il a demandé quel type de livrable vous voulez, un rapport texte, une présentation, et aussi, est-ce que vous avez des contraintes de temps ou de budget que je dois prendre en compte? Il se comporte comme un vrai consultant, en fait. C'est le mot. Attends, une seconde. Il a produit une présentation PowerPoint complète. Ah oui. Pas juste une liste de points, mais de vraies diapositives. Une présentation complète, c'est là toute la magie. Après avoir mouliné les données pendant 15 ou 20 minutes, il a identifié des tendances fortes. Par exemple, Par exemple, il a découvert que leur tutoriel de 15 à 25 minutes générait 3 fois plus de nouveaux abonnés que les autres formats. ah oui, c'est un insight très concret. Et à partir de ça, il a bâti une présentation complète. Diapo 1, le constat. Diapo 2, la recommandation d'un nouveau format, tutoriel expert. Diapo 3, un plan de contenu. Et même une diapo bonus avec une formule pour créer des titres plus percutants. C'est l'équivalent de plusieurs jours de travail pour un stratège de contenu. Facilement. C'est vertigineux. Et pour les créateurs, ça ouvre des perspectives folles. On arrive au troisième grand cas d'usage. La machine à recycler le contenu. L'exemple de la youtubeuse Nikki Sanders. Ah oui, elle a vraiment transformé Cowork en une usine à contenu pour sa marque. Elle a systématisé le processus. Complètement. Sa première étape, ça a été de créer ce qu'elle appelle une brand voice skill, une compétence de ton de marque. Comment elle a fait ça? Elle lui a donné accès à tout son univers. Sa chaîne YouTube, ses articles Substack, ses notes dans Notion. L'IA a tout absorbé pour apprendre son style, ses phrases, ses tics de langage, même ses règles de mise en forme. Et une fois que l'IA a cette voix, elle peut l'appliquer à n'importe quoi. Le flux de travail qu'elle décrit est spectaculaire. Elle lui donne une seule transcription de vidéo et après. C'est comme si elle appuyait sur un bouton. Une suite d'agents préconfigurés se met au travail. Un premier agent génère 10 tweets, un deuxième écrit un fil de discussion pour Twitter, un troisième rédige un brouillon de newsletter, un quatrième propose des idées de carrousel pour Instagram. Et tout ça en quelques minutes, dans le ton exact de sa marque. C'est ça. C'est fascinant. D'un point de vue productivité, ça me parle énormément. Le pire dans la création, c'est souvent de devoir découper une idée en 10 formats. C'est épuisant. Mais est-ce qu'on ne risque pas une forme de standardisation? Si tout est généré par des agents basés sur une brand voice, où est la surprise? C'est une excellente question. Et c'est la limite de l'approche. L'outil est fait pour optimiser un style existant, pas pour la disruption créative. D'accord. Cela dit, elle utilise un autre type d'agent pour essayer de contourner ça, un agent de veille concurrentielle. C'est-à-dire? Elle le programme pour surveiller ce que publient d'autres experts, lui faire des résumés, et surtout pour identifier les angles morts, les sujets pas encore couverts. C'est sa façon d'injecter de la nouveauté dans sa machine. D'accord. Et ce mot skill ou compétence, il n'arrête pas de revenir. On dirait que c'est la vraie clé du système, bien plus que les simples requêtes. C'est le concept fondamental. Un skill, c'est pas juste un prompt très détaillé, c'est un vrai mode d'emploi réutilisable. Un mode d'emploi. Oui, qui encapsule 3 choses. Un processus, des instructions précises et des sources de connaissances, comme la Brain Voice dont on vient de parler. Donc si je comprends bien, c'est comme si je créais mes propres outils dans ma boîte à outils que je peux réutiliser à l'infini. Exactement. Et le plus puissant, c'est qu'on peut les enchaîner. Tu peux avoir un premier skill générateur de titres viraux et juste après, appeler un deuxième skill rédacteur d'introduction captivante. Et on n'a pas besoin de tout réexpliquer à chaque fois. Voilà, tu construis un flux de travail complexe, personnalisé, et ça préserve la mémoire de l'IA pour la tâche en cours. On devient une sorte de dresseur d'IA en fait. Et comment on les crée ces fameux skills? Alors, il y a des skills intégrés, comme un créateur de design Canva. On peut aussi en télécharger, mais la méthode la plus puissante, c'est de construire les siens. Mais c'est compliqué. Pas du tout.
C'est ça qui est déconcertant. Il suffit de faire une tâche manuellement, une seule fois, en expliquant à Cowork ce que tu fais. Et à la fin, tu lui dis juste « sauvegarde ce processus en tant que skill ». Et c'est tout. Tout ça semble presque trop beau pour être vrai. Les sources sont bien dues se heurter à des problèmes, à des murs. Bien sûr, et il faut le rappeler, c'est un produit expérimental. La première critique, elle concerne l'interface. Un testeur l'a décrit comme « faite à la va-vite ». Des bugs, des choses comme ça. Oui, des bugs, des soucis d'ergonomie, comme la fenêtre de discussion qui ne défile pas toute seule, des détails mais agaçants au quotidien. Et au-delà de l'interface, il y a des problèmes plus fondamentaux. J'ai noté que la consommation de ressources était un gros point noir. C'est le plus gros problème pratique. La navigation sur le web, qui est l'une des fonctions les plus prometteuses, est aussi la plus décevante. C'est extrêmement lent et très cher en tokens. Pourquoi c'est si lent? Parce que pour chaque action, l'IA doit, littéralement, prendre une capture d'écran, l'analyser pour comprendre ce qu'elle voit, décider où cliquer, puis recommencer. Un testeur raconte avoir mis plus de 40 minutes pour réorganiser une simple playlist YouTube. 40 minutes, c'est cuisant. Et pendant ce temps, le compteur de tokens tourne à plein régime. Ah oui? Je comprends mieux pourquoi le plan max est quasi indispensable. Le forfait du plan pro doit être dévoré en quelques heures avec ce genre de tâches. C'est exactement ça. Et parfois, même avec toute cette puissance, il y a des murs techniques. Le même testeur a voulu lui faire téléverser sa présentation sur Google Slides. Eh, Échec total. Cowork ne peut pas interagir avec la boîte de dialogue du système d'exploitation pour sélectionner un fichier. C'est une barrière fondamentale. donc quand il est bloqué, il abandonne? Pire, en quelque sorte. Pour certaines tâches, il finit par générer un script en Python et te demande de l'exécuter toi-même. C'est un peu ironique. Oui, l'outil censé éliminer la barrière technique finit par dire « Tiens, voilà du code, débrouille-toi ». Ça casse un peu la promesse. Et pour finir sur les limites, un point crucial, la confidentialité. C'est un enjeu énorme pour une adoption en entreprise. Oui, un des testeurs européens aborde ce point très directement. Il explique être à l'aise pour connecter son Gmail perso, mais qu'il refuserait catégoriquement de connecter son compte pro. Pourquoi? Pour deux raisons. Les accords de non-divulgation avec ses clients et le fameux Cloud Act américain. Il faut peut-être le rappeler ce que c'est. Oui, c'est une loi américaine qui oblige les entreprises tech basées aux États-Unis, comme Anthropic, à fournir aux autorités américaines les données qu'elles stockent, sur simple demande. Et peu importe où ces données se trouvent dans le monde. C'est un risque juridique énorme pour une entreprise européenne qui manipule des données sensibles. C'est un obstacle majeur, oui. Bon, alors, après ce tour d'horizon, que faut-il retenir? On a vu Copilot en archiviste, en analyste, en usine à contenu. C'est clairement une nouvelle catégorie d'outils. Le consensus des sources est là. Malgré ses défauts de jeunesse, cet outil représente un vrai changement de paradigme. L'innovation clé, c'est pas tant la puissance brute du modèle de langage. Qui continue de s'améliorer partout. Voilà. C'est de lui donner deux choses qui lui manquaient. Du contexte, nos fichiers, nos applis, et une capacité d'action. C'est ça. La question qu'on se pose change complètement. Ce n'est plus seulement que puis demander à l'IA, mais ça devient quel processus de mon propre travail pourrait devenir un skill? On ne fait plus des requêtes, on construit petit à petit un double numérique de nos compétences. Un assistant sur mesure qui apprend nos méthodes pour les automatiser. Et pour conclure, il y a une info dans une des sources qui donne le vertige. On a vu Cowork créer des présentations, analyser des données. Mais on apprend que l'application Cowork elle-même a été construite en une dizaine de jours par une autre IA, Par Claude Code. par Claude Code. C'est complètement méta. L'outil dont on discute depuis un quart d'heure a été bâti par son grand frère. La vitesse de ce cycle est étourdissante. Et ça soulève une question vertigineuse en effet. Alors que ces assistants deviennent de plus en plus forts pour faire notre travail, que va-t-il se passer quand ils deviendront aussi l'outil principal pour construire la prochaine génération d'assistants encore plus puissants? Où est-ce que cette accélération exponentielle nous mène?